Bonsoir, Talabet Nelbehin. Soyez les bienvenus sur notre plateforme. Donc, ce soir, nous allons travailler ensemble une séance bien garnie. Donc, on va avoir une séance chargée. Donc, c'est pour cette raison que l'on va essayer de gagner le plus de temps possible. Je m'excuse un peu du retard du lancement de la séance, donc à cause d'un petit problème technique. Cette séance, je l'ai personnellement choisie en rapport ou programmée en rapport avec, je dirais, deux modules. Donc, la société d'aujourd'hui appelle appelle de la modernité, ou à la modernité aussi, et poésie. Mais j'ouvre ici une petite parenthèse parce que notre séance aujourd'hui est live. Donc, que tout ce que j'ai choisi dans cette séance-ci, il est valable aussi pour les scientifiques et j'explique pourquoi. Donc, d'abord parce que le premier texte que j'ai choisi, il porte sur, et c'est un poème, il porte sur le thème, donc c'est un poème, mais il porte sur le thème souvenir aussi, qui est le premier thème de toutes les sections scientifiques. Ensuite, dans la partie essai, j'ai choisi disons des supports, plus précisément, pour être plus précise, des sujets d'essai euh, portant sur la poésie, mais d'une manière plus générale, dans d'autres, sur la poésie et la science, sur la lecture et les médias. En disant, ce sont des sujets qui peuvent également être proposés aux élèves de section scientifique. Donc, le dernier texte que j'ai choisi aussi, c'est un texte qui parle de la science, mais qui a été proposé au bac, à l'une des épreuves du bac, aux élèves de lettres. Donc, aux candidats à lettres. Et donc, c'est un texte qui parle si vous voulez, du progrès technologique, scientifique, de l'évolution de la science. Il a été proposé aux candidats littéraires, mais il aurait pu être proposé aux candidats scientifiques. Donc, pour cette raison, je l'ai choisi pour cette raison, parce qu'il est valable pour toutes les sections de classe terminale. Bon, commençons d'abord par comme je l'ai dit tout à l'heure, la première partie, ce sera un texte et c'est le poème 3 ans après de Victor Hugo. 3 ans après quoi? 3 ans après la mort de sa fille Léopoldine. Mais, donc, je rappelle rapidement le poème. Il est composé en tout 7 strophes et ces strophes sont de 4 vers chacune, c'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle des quatrains. Ben, là, j'ouvre une petite parenthèse avant la lecture du texte. Si vous avez des remarques, vous pouvez, ou des demandes à faire. Donc, vous n'avez qu'à lever, si vous voulez, qu'à demander la parole. Et deuxième remarque, c'est que euh, au bac, le texte poétique est valable pour toutes les sections, pas seulement pour la section lettres. Seul le texte dramatique, c'est-à-dire les extraits de pièces de théâtre, sont exclus des propositions du bac. Mais comme on peut proposer, si vous voulez, aux scientifiques, aux littéraires, des poèmes, on peut aussi en proposer aux scientifiques. Donc, ce n'est pas exclu. Bon, donc on apprend comment travailler sur un poème. Je rappelle que le poème n'est pas un texte difficile à travailler, à étudier, dans la mesure où c'est un texte comme les autres. Il est composé, c'est vrai, de vers, mais ces vers forment des phrases, ces phrases forment des unités de sens. Et donc, on peut suivre donc, le sens suivant ces unités. Et selon les questions posées, on peut chercher dans un passage ou un autre. Et parfois même, si vous voulez, quand il s'agit de poèmes, on vous indique dans quel passage chercher la réponse. Donc, je rappelle rapidement le poème. Il est temps que je me repose. Je suis terrassé par le sort. Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Bon, juste pour rappeler, là, juste une petite, si vous voulez, euh,
erreur, c'est le ou, donc frappe, une faute de frappe, donc le U est accentué. Donc Victor Hugo a écrit ce poème 3 ans après la mort de sa fille Léopoldine. Sa fille est morte noyée donc elle est morte accidentellement. Elle s'est noyée, Rolqut. Donc il dit, il est temps que je me repose, mort. Et je suis terrassé, c'est-à-dire je suis écrasé par le sort, je suis détruit. Les ténèbres où l'on dort, par cette expression, il veut dire la mort. Donc, je ne me parlais pas d'autre chose que de la mort. À 20 ans, deuil et solitude, et là c'est flashback, il revient à ses 20 ans. À 20 ans, deuil et solitude, mes yeux baissés vers le gazon, perdirent la douce habitude de voir ma mère à la maison. Et donc là, il se rappelle un autre drame qu'il a vécu à 20 ans, c'est la mort de sa mère. Elle nous quitta pour la tombe. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, je cherche dans cette nuit qui tombe un autre ange qui s'est enfoui. Et là, il fait allusion à sa fille Léopoldine, l'ange, c'est l'être de lumière, le Mleika, et donc sa fille, il la compare à un ange qui s'est enfui, c'est-à-dire qui est parti, qui est morte. Vous savez que je désespère, donc il perd l'espoir, que ma force en vain se défend, inutilement. Il cherche des forces pour lutter contre le désespoir, mais il ne trouve pas de force. Vous savez que je désespère, que ma force en vain se défend, et que je souffre comme père, moi qui souffris tant comme enfant. Mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous. Comme Adam banni, et là il fait allusion à Adam, Edem, donc c'est dans si vous voulez, dans le récit coranique, on parle d'Adam. Euh, on parle donc Adam a été banni, c'est-à-dire il a été chassé, exclu de manière définitive. Et là, on se rappelle bien l'histoire. Il a été exclu pour le péché qu'il a commis. Il a été chassé du paradis, jeune. Donc, je regarde ma destinée et je vois bien que j'ai fini. L'humble enfant que Dieu m'a ravi, c'est-à-dire m'a volé, donc Dieu m'a volé ma fille, parce qu'elle est morte, elle est partie à l'autre monde. Et rien qu'en m'aimant savait m'aider. C'était le bonheur de ma vie de voir ses yeux me regarder. Si ce Dieu n'a pas voulu clore, il ne s'adresse pas directement à Dieu, mais il dit si ce Dieu n'a pas voulu clore l'œuvre qu'il me fit commencer, c'est-à-dire n'a pas voulu terminer le travail que j'ai commencé sur Terre. S'il veut que je travaille encore, il n'avait qu'à me la laisser, c'est-à-dire qu'à me laisser ma fille, qu'à ne pas, s'il voulait apprendre. Autrement dit, là, donc, il voit dans la mort de sa fille quelque chose d'injuste. Donc, mais, donc, voilà les questions posées sur ce texte. Donc, nous avons d'abord à saisir le sens global du texte. Il s'agit d'un texte racontant des souvenirs. L'auteur se rappelle la mort de sa fille. Bon, se rappelle, mais bon, je précise qu'il n'a pas pu oublier, en tout cas, si vous voulez, ce drame. Il évoque le souvenir de sa fille. Il se rappelle sa mort. Il évoque également, ou il se rappelle également la mort de sa mère et l'effet que ces drames ont eu sur son âme, ont eu sur sa vie. D'accord? Voilà, donc le sens global du poème. Est-ce qu'il y a enfin, si vous voulez, une question à poser avant de passer aux questions posées sur le texte? Donc, si on a une remarque à faire, si on a une demande à formuler, donc vous n'avez qu'à lever la main, que j'accorderai volontiers la parole. Donc, sinon, on passe aux questions. Donc, vous voyez là, par exemple, là, c'est un poème qui n'est pas inaccessible. On peut le comprendre sans peine. C'est un poème presque narratif, descriptif. Donc, l'auteur raconte et décrit. Il raconte donc des drames qu'il a vécus et il décrit son état. Il décrit sa réaction. Voilà. Donc, les questions posées sont les suivantes. La première question, d'après ce poème, et donc c'est une question globale portant sur la totalité du poème, dans quel état la mort, dans quel état d'âme la mort de Léopoldine met-elle son père Victor Hugo?
Donc, d'après le poème, donc là, c'est une question globale. Cette question globale, elle porte sur l'état du poète. Donc, séance 11. Première partie, donc partie 1, lecture, comme on l'a dit. Donc, la première question, on va répondre aux questions, mais d'abord chercher les indices. Donc, comme on est habitué à le faire, avant de donner la réponse reformulée, on cherche les indices permettant de répondre à cette question. Donc, à votre avis, quels indices est-ce qu'on peut, ici, si vous voulez, relever du poème qui nous permettent de répondre à la question portant sur l'état d'âme du poète euh, après la mort de sa fille, ou suite à la mort de sa fille. Déjà, dès le départ, dès le début du poème, il dit dans ce poème, je suis terrassé par le sort. Donc, les indices, terrassé. Donc, indice relevé. Donc, on a trouvé l'adjectif terrassé, c'est-à-dire écrasé. Je suis terrassé par le sort. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Un peu plus loin, il dit, euh, je désespère. Quatrième strophe, quatrième quatrain, vous savez que je désespère. Je désespère. Encore, il dit aussi, je souffre comme un nous, oui, quatrième, euh, plus précisément. Donc, je souffre comme père, voilà, quatrième strophe toujours, et que je souffre comme père, moi qui souffris tant comme enfant. Donc, je souffre. Donc, de ces indices, on peut ajouter aussi à ces trois indices relevés, on peut donc trouver ou citer, pardon, il est temps que je me repose, il dit. Il est temps que je me repose. Et pour le rappeler, je me repose signifie que je meurs. Donc, il cherche la mort. Et donc, qu'est-ce que je peux, ici, si vous voulez, donner comme réponse à la question posée d'après les indices relevés? Et donc, d'après ces indices, je pourrais dire la mort de Léopoldine. Donc, on peut relever ou donner comme réponse la mort, on ne va pas répéter bien sûr le texte, la mort de Léopoldine a fait quoi chez son père? A poussé son père à quoi? Du mot désespère, du verbe je désespère, je peux tirer le mot désespoir. A poussé son père au désespoir ou a causé une souffrance profonde, insurmontable. Donc, a causé, je peux dire qu'elle a causé une douleur insurmontable. Une douleur insurmontable chez son père, c'est-à-dire qu'il ne peut pas surmonter, qu'il ne peut pas dépasser chez son père, et a fait quoi? Lui a causé donc une forte souffrance, mais ça c'est un peu donc de la redondance, donc on pourrait dire euh, donc lui a causé une douleur insurmontable, l'a poussé au désespoir, l'a poussé au désespoir. Au désespoir, c'est le pessimisme total. Au pessimisme, pessimisme, c'est le fait de ne plus voir dans sa vie euh, aucune chose positive, aucune source de bonheur. Au pessimisme, désespoir, voir tout en noir, c'est le pessimisme. Au désespoir, au pessimisme, et même à souhaiter la mort, et même l'a amené à souhaiter la mort. Voilà, donc on a une réponse brève mais claire. Bon, on n'a pas demandé,
on n'a pas demandé d'indice de justification, donc on n'a pas à citer, si vous voulez, les indices qu'on a relevés, c'est inutile. Et donc, première question, deuxième question, donc bon, pardon, c'est la première partie de la question A. C'est la deuxième question, deuxième partie de la même question. Donc, après avoir demandé de préciser dans quel état était le père après la mort de sa fille, on a demandé le relevé d'un procédé d'écriture qui en rend compte. Donc, quel procédé en rend compte? On peut trouver dans le premier quatrain déjà un procédé, et même peut-être plus. Donc, il dit, il est temps que je me repose. Comment considère-t-il la mort comme, ou comment évoque-t-il la mort? Comme une source une source de repos. Et donc, on peut, entre se reposer et mourir, il y a une différence on va dire, si vous voulez, de différence d'intensité. La mort, et donc le poète a employé un mot de sens atténué, de sens moins fort, de sens adouci, pour évoquer une réalité qui est brutale, dramatique. Je ne sais pas le procédé, quand on évoque, donc il est temps que je me repose, quand on évoque donc un sens, une idée, mais par un terme brutal, euh, choquante, mais par un terme, par une expression de sens atténué, ça s'appelle l'euphémisme. Et donc le poète a évoqué la mort par l'expression se reposer. Et donc on peut parler de l'euphémisme dans il est temps que je me repose. Quoi d'autre? Quand il dit les ténèbres où l'on dort, il exprime la mort, ou il évoque la mort par une expression. C'est ce qu'on appelle la périphrase. La périphrase. Périphrase, c'est quand on remplace un mot par une expression qui le définit. Et le poète a remplacé la mort par les ténèbres où l'on dort. C'est une expression qui définit la mort. C'est l'obscurité où l'on, si vous voulez, dort, mais à jamais, on va dire, éternellement. Et donc, c'est une strophe dans laquelle on trouve deux figures de style différentes, dont il est temps, dont il est temps que je me repose, pardon, c'est un euphémisme. Et dans les ténèbres où l'on dort, c'est une périphrase. Une périphrase dans les ténèbres où l'on dort relatif ou relative, expression relative à la mort. Donc, mais comment peut-on expliquer l'une ou l'autre? Donc, comment peut-on expliquer, ici, si vous voulez, la première figure de style? On pourrait dire que Victor Hugo souhaite la mort. Il souhaite la mort. يتمنى في الموت. Donc, il souhaite la mort et il y voit même, il et il voit dans la mort un soulagement, une délivrance, khalas, pour lui, pour se délivrer de la mort, pour se délivrer de la souffrance, de cette douleur insurmontable qu'il endure à cause de la mort de sa fille, il souhaite mourir. Donc, l'euphémisme dans Il est temps que je me repose, cette figure de style qui consiste à évoquer une réalité choquante, ici c'est la réalité de la mort, par l'emploi d'une expression de sens atténué, c'est le verbe, et même de sens positif, hein, même de sens positif. La périphrase dans les ténèbres où l'on dort, et donc ici on peut aussi donner un sens à cette, ou une explication à cette figure de style. Donc le poète refuse même tellement écrasé par le sort, tellement choqué par la mort de sa fille, choqué par la mort de sa fille, refuse même de nommer la mort. Il donc refuse même, il n'a pas
nommer la mort. Ça il a dit non, les ténèbres où l'on dort, refusent même de nommer la mort. Je m'excuse de ma voix parce que je suis un peu enrhumée. Donc, refuse de nommer la mort qui lui a ravi sa fille, refuse de nommer. Donc, le poète, tellement choqué par la mort de sa fille, refuse même de nommer la mort, d'y penser, d'y penser. Alors, donc, il emploie l'expression ténèbres où l'on dort, surtout le verbe dormir. Donc, on peut trouver beaucoup d'autres figures de style ou d'autres procédés, comme par exemple le champ lexical. On peut parler du champ lexical euh, donc, de la souffrance, de la douleur, comme dans les termes terrassé, deuil, solitude. Il dit aussi je désespère, je souffre, je souffris. Donc, mon âme, ma force en vain se défend, etc. Donc, tout un champ lexical relatif à la souffrance ou à la douleur. Donc, champ, on peut aussi évoquer les procédés ou citer des procédés lexicaux, champ lexical de la souffrance intense, de la souffrance insurmontable. Euh, et là, si vous voulez, on peut dire, voir les termes soulignés dans le texte. Voir les termes soulignés dans le texte. Bien sûr, dans le devoir, on ne fait pas ça, hein, mais juste parce qu'on a déjà cité des procédés. Donc, le poème comporte beaucoup de mots exprimant la souffrance. On peut en citer trois, termes et expressions. On peut en citer trois et parler de l'origine de cette souffrance et surtout, si vous voulez, de cette réaction du poète qui est de désespérer totalement et de souhaiter la mort. Donc, cette souffrance pousse le poète à souhaiter la mort. Ah, donc, deuxième question posée, on a une question portant sur un autre passage, sur un passage précis, parce que la première question, elle porte sur la totalité du texte, hein, la totalité du poème. Quel autre drame a bouleversé la vie de Victor Hugo? À quel âge l'a-t-il vécu? Et donc là, c'est un passage précis qui répond à la question. Et quel autre drame, c'est-à-dire autre que la mort de sa fille, autre que la mort de Léopoldine? Il dit dans la deuxième strophe, dans le deuxième quatrain, à 20 ans, deuil et solitude, mes yeux baissés ont perdu l'habitude, il dit, ils ont perdu la douce habitude, perdir la douce habitude de voir maman à la maison. Donc, question 2, donc je rappelle strophe 2, et je rappelle l'indice précis, c'est mes yeux baissés, perdir la douce habitude à 20 ans. Voilà les indices d'abord à 20 ans, parce qu'une partie de la question c'est à quel âge? À 20 ans, il dit deuil et solitude et mes yeux perdirent le devoir, l'habitude. Elle nous quitta, il dit ma mère, strophe 2 et 3. Ma mère nous quitta, un peu plus loin, il dit nous quitta, voilà pour la tombe. Voilà les indices. Et donc, qu'est-ce que je pourrais donner comme réponse reformulée? Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre? À quel âge? Mhm. À quel âge a-t-il vécu ce drame qui est la perte de sa mère? À quel âge et quel autre drame? Et donc, euh, le poète, on peut dire, a vécu le drame de la mort de sa mère à 20 ans, de la mort de sa mère à 20 ans, de sa mère
à 20 ans, c'est tout ce qui est demandé à 20 ans. C'est tout ce qui est demandé. On a deux indices. Il a vécu le drame de la mort de sa mère à 20 ans. Deux indices, deux éléments de réponse. Troisième question, dans les strophes 1, 4 et 5, Hugo s'adresse à lui-même ou interlocuteur imaginaire. C'est-à-dire que c'est soit un monologue, parce que c'est pas très très clair, il s'adresse à lui-même ou il s'adresse à quelqu'un, un interlocuteur, mais qui est imaginaire dans sa tête, par l'emploi des pronoms on et vous. Donc, quelle intention? Autrement dit, je dois préciser le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à lui-même ou à cet interlocuteur imaginaire? Mais regardez ce qu'il dit dans les strophes 1, 4 et 5. Je les rappelle. Donc, la première, il dit, il est temps que je me repose. Donc, troisième vers. Le troisième vers, il dit, ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Et donc, qu'est-ce qu'il demande ici? Là, on comprend ce qu'il demande. Ne me parlez pas d'autre chose, parlez pas d'autre chose que des ténèbres. Bon, j'ai pas respecté la présentation du texte, hein. D'autre chose que des ténèbres. Je tire l'indice, tout simplement. Ténèbres, ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Autrement dit, on lui demande d'avoir de l'espoir, de garder de l'espoir, on lui demande de croire, si vous voulez, d'avoir confiance, on lui demande de dépasser sa souffrance, et lui, il répond, ne me parlez plus de ça, parlez-moi seulement de la mort. Bon, donc, autre indice important aussi, dans la strophe 4, on regarde on écoute ce qu'il dit, strophe 4. Vous savez que je désespère, que ma force en vain se défend, et que je souffre comme père, moi qui souffris tant comme enfant. Donc, il dit aussi, vous savez que je désespère. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de décrire son état, ou de rappeler son état précisément. Vous savez, il dit, vous savez que je désespère. Et donc, il rappelle dans quel état il est. Et il rappelle aussi, si vous voulez, les drames qu'il a vécus. Il a souffert comme père et il souffre comme père. Il a souffert dans le passé comme enfant. Euh, et la strophe 5, mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous. Donc, mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous. Mon œuvre n'est pas terminée. C'est-à-dire, on lui dit, ta vie n'est pas terminée, ton travail sur terre n'est pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande implicitement? Implicitement, on lui demande de continuer à travailler, continuer à lutter, etc. Voilà, ça c'est les indices. Ce sont les indices relevés. De ces indices, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion concernant, si vous voulez, ce que l'intention de l'auteur de s'adresser, soit là, si vous voulez, à lui-même, soit également un interlocuteur imaginaire. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à justifier l'état dans lequel il est. Il justifie l'état dans lequel il est, expliquer son état dramatique, justifier son pessimisme et son refus de travailler. Il dit, ne me parlez plus d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Je ne veux plus qu'on me parle d'espoir, qu'on me parle de vie. Ma vie est finie. Parce qu'avec la mort de ma fille ou à cause de la mort de ma fille, je n'ai plus d'espoir et je n'ai plus donc aucune raison de vivre. Et donc, il dit, vous savez que je désespère. Mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous. Donc, à ceux qui lui demandent, ton travail sur terre n'est pas fini tant que tu es vivant, il leur dit, je ne suis plus vivant et mon œuvre est terminée et c'est fini, je veux partir de cette vie. Donc, tout simplement, c'est ce qu'il veut. Et donc, la question
Elle porte sur l'intention du poète. Et donc, le poète le poète rappelle son état, rappelle son état dramatique, son état dramatique pour justifier son refus, pour justifier son refus de travailler, son refus de lutter, de travailler, de vivre, de vivre. Et donc, il demande, il, bon, je vais réécrire sur l'autre partie, c'est mieux parce que la place ne nous suffit pas. Bon, j'ai choisi un petit tableau, j'ai conçu un petit tableau parce que je comptais également, si vous voulez, euh, corriger ce travail avec vous, donc directement. Et donc, bon, on peut le dire ici, le poète, le poète décrit son état dramatique ou rappelle. Il dit, vous savez, autrement dit, celui à qui il s'adresse, donc ça pourrait être lui-même, il sait dans quel état il est. Donc le poète rappelle à lui-même ou à l'autre son état dramatique, son état dramatique pour justifier son refus de lutter, son refus de lutter, son refus de travailler et surtout de vivre, et surtout de travailler, de vivre, parce que vivre, c'est continuer à faire son œuvre sur terre, hein. Travailler et de vivre surtout, de vivre. Et donc, le rappel, c'est pour justifier son refus, mais également justifier, eh bien, il demande, donc, c'est également demander à l'autre de le laisser tranquille, le laisser en paix. Et donc, il demande également qu'on le laisse en paix. Il demande également qu'on le laisse en paix. Puis célèbre qu'on le laisse, qu'on respecte sa souffrance, qu'on respecte sa souffrance et qu'on le laisse en paix. Et donc, c'est une demande implicitement exprimée. Euh, donc, il dit, ne me parlez, ne me parlez plus que des ténèbres où l'on dort, c'est-à-dire de la mort. Ne me demandez plus de travailler parce que j'ai assez travaillé. Donc, le poète formule une demande précise à son interlocuteur ou donc à celui qui l'écoute, et mais c'est fortement, si vous voulez, à lui-même parce que ça semble être un monologue. Bon, d'après les strophes 5, 6 et 7, donc les trois dernières strophes, comment la mort de Léopoldine, pardon, a-t-elle influencé le rapport de Victor Hugo, du père, avec Dieu? Justifiez votre réponse par deux indices textuels ou également par le relevé d'une figure de style. Bon, donc la relation du poète avec Dieu, où est-ce qu'elle apparaît? Il dit dans la strophe 5, mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous, comme Madame Banni, je regarde ma destinée et je vois bien que j'ai fini. Comme Adam Banni, c'est une comparaison. Et donc, de cette comparaison, qu'est-ce qu'on tire? Comme, voilà, ça c'est un indice, comme Adam banni, c'est-à-dire rejeté, exclu du jardin d'Éden, euh, comme Adam banni. J'ai fini, il dit, mon œuvre sur terre est terminée. Voilà, je rappelle juste, je regarde ma destinée, je vois que j'ai fini. Je regarde ma destinée,
je regarde ma destinée et je vois que j'ai fini. Bon, le deuxième indice qu'on peut aussi relever, qui révèle sa relation avec Dieu, le rapport qu'il a, il dit si Dieu, donc un tout petit peu avant, l'humble enfant que Dieu m'a ravi. L'humble enfant m'a ravi, c'est-à-dire m'a volé. Donc, l'humble enfant que Dieu, il parle ici, bien sûr, de sa fille. L'humble enfant que Dieu m'a ravi. Et donc, si on veut ici tirer une conclusion de ces indices, on a un autre aussi indice dans le dernier, 4a, il dit, si ce Dieu n'a pas voulu clore l'œuvre qu'il me fit commencer, s'il veut que je travaille, encore, il n'avait qu'à me la laisser. Et donc, si Dieu l'a dit, a voulu, si Dieu a voulu, mais donc, qu'est-ce que je tire ici comme conclusion? Pardon, j'ai passé le poème. Voilà. Donc, si Dieu a voulu, donc c'est une hypothèse. Autrement dit, il y a un certain doute. Mais il y a un certain doute. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme réponse de donc, si vous voulez, de ce relevé d'indice? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que sa relation avec Dieu ou son rapport avec Dieu est resté le même? Il dit, Dieu m'a ravi, ma fille. Il m'a volé, ma fille. Donc, il accuse Dieu, entre guillemets, d'avoir pris sa fille, d'avoir volé son âme en volant, si vous voulez, sa fille. Et donc, on a ici, si vous voulez, un sens plus ou moins excessif. Et donc, la mort de sa fille a créé un vide spirituel. Elle a creusé une distance entre Dieu et Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, la douleur qu'il a endurée, la douleur qu'il supporte, hein, cette épreuve par laquelle il est passé, mehna, l'épreuve, l'a amené à percevoir la mort de sa fille, de Léopoldine, comme une injustice. ظلم. بالظلم بالنسبة لي. Dieu l'a traité avec injustice. Et donc, on peut dire que euh, le poète perçoit la mort de sa fille comme une injustice et il doute même de si vous voulez, de la justice divine. Dieu m'a traité injustement, donc non, mudzalim pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, bon, bien sûr, je rappelle, Victor Hugo a plus ou moins perdu presque, si vous voulez, la foi. Il s'est senti comme un fou après la mort de sa fille. Et ça a duré un certain temps. Mais par la suite, dans certains poèmes, il revient vers Dieu, il lui demande pardon d'avoir douté de sa justice, de sa bonté, etc. Et il tire les leçons si vous voulez, de ce qui lui est arrivé. Donc, on peut dire que la mort donc, de Léopoldine, de la fille de Léopoldine, a créé, خلقت فيها, a créé chez son père un vide spirituel, un vide, non, بالفراغ, un vide spirituel et euh, elle a creusé, elle a et une distance, un vide spirituel et une distance entre Dieu et lui-même. Donc, entre le poète, donc Dieu même, et lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour être clair?
la douleur qu'elle lui a, donc l'épreuve, voilà, cette épreuve, l'épreuve, la perte de la mort, la perte de Léopoldine ou la mort de Léopoldine est une épreuve pour son père. Cette épreuve l'a poussé au doute et l'a amené à percevoir la mort comme une injustice, à percevoir la mort comme une injustice, c'est-à-dire quelque chose qu'il ne mérite pas, mais c'est lèche dans le, donc une injustice. Donc voilà, ça montre qu'il n'a pas compris la volonté de Dieu et il l'a pas acceptée. Donc Victor Hugo n'a pas compris ni accepté la volonté de Dieu ou la volonté divine, ni accepté la volonté divine, la volonté divine, la volonté de Dieu qui est de lui prendre sa fille. Mais voilà, on a terminé avec ce texte et donc c'est un texte à la portée, c'est un texte poétique à la portée. On a un texte qui porte sur la poésie de l'expression du moi, et c'est relatif au thème du souvenir aussi. Bon, un deuxième poème, donc que je vais juste lire pour le comparer au premier, pour voir si c'est la même, c'est le même genre, bien sûr, le même genre, c'est la poésie, mais est-ce que ça va dans le même sens, dans les mêmes, est-ce que c'est les mêmes thèmes traités ou pas? Déjà, le titre vous donne une idée. La guerre, c'est du même poète, hein, c'est un poème de Victor Hugo. Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Les conseils du ciel immense, c'est-à-dire de Dieu, du lit pur, du nid doré, notent aucune démence du cœur de l'homme effaré. Autrement dit, la beauté de la nature que Dieu nous crée un peu partout et sous différentes formes, étoiles, fleurs, ciel, animaux, le nid doré, etc., ne change pas, si vous voulez, le cœur de l'homme qui est un cœur plein de démence, c'est-à-dire plein de méchanceté et plein de, comment dire, plein de vie, donc porté vers la violence. Donc, le poète ici, si vous voulez, plus ou moins, dénonce la guerre, dénonce la violence humaine. Donc, les carnages, les victoires, les carnages, c'est les crimes, les carnages, les victoires, voilà notre grand amour. Et les multitudes noires ont pour grelot le tambour qui annonce le commencement de la mort, hein, pas placé dans les guerres anciennes. Il y avait, si vous voulez, des troupes qui accompagnaient les armées et il y avait des instruments de musique en parallèle avec les instruments de mort. La gloire, sous ses chimères, c'est-à-dire idées imaginaires qui n'ont aucun rapport avec la réalité, parce qu'on fait la guerre à la recherche de la gloire, l'MG. Et sous ces chars, les chars, c'est des armes, des bébêtes, triomphant, mais toutes les pauvres mères et tous les petits-enfants. Et donc, la guerre où on sacrifie les enfants, les mères, etc. La suite, l'acier, lui, l'acier, c'est le métal dont on fabrique les armes. Les bivouacs fument, pâles, nous déchaînons. Donc, nous déchaînons, c'est-à-dire nous emportons les uns contre les autres et nous entretuons. Donc, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Les canons, c'est dans le même sens que char, mais c'est des canons des armes qui tirent des bombes, les canons, des phares. Donc, on pourrait boire aux fontaines. Et là, c'est ce qu'on aurait pu faire, hein. On aurait pu vivre en paix, il dit. Donc, on pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer, songer sous les chênes, tuer son frère est plus doux. Et donc là, vous avez une opposition entre ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on fait. On aurait pu vivre en paix, s'aimer,
enfin, savourer la beauté de la nature, maintenant que je n'aime pas bien. Mais qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On a choisi de tuer son frère. Et c'est plus doux à nos yeux. Et là, le poète adopte un ton ironique, hein. Il se moque des hommes israéliens. On se hache. La hache, c'est une arme blanche, une arme, si vous voulez, manuelle. On se hache, on se harponne, on court par bond et par veau. L'épouvante, c'est la peur, se cramponne du poing au crin des chevaux. Et donc, on court à chevaux pour tuer ses semblables. Cette, euh, comment dire, cette violence excessive des hommes. العنف المبالغ فيه. On tue par tous les moyens ses semblables. بالوسائل الكل. Et non. Et l'aube est là, sur la plaine. Oh, j'admire en vérité qu'on puisse avoir de la haine quand l'alouette a chanté. Donc, il dit, là, si vous voulez, je m'étonne de voir les hommes devant ou dans cette beauté naturelle et dans ce monde magnifique qui n'éprouvent que de la haine envers les uns envers les autres. C'est un texte poétique qui porte sur un thème précis. Donc, quel est ce thème? Il est tiré de l'œuvre Les chansons des rues et des bois de Victor Hugo. Donc, le thème du poème, c'est la violence. Donc, le thème, c'est la violence. Je vais l'écrire avec une autre couleur pour que ce soit visible. Donc, la violence. Bon, on pourrait dire la barbarie humaine, tawahush, la barbarie humaine, qui s'exprime en quoi précisément, si on veut être plus précis, le thème plus précis, c'est la guerre. La guerre qui est l'expression de la barbarie de l'homme, tawahush. Donc, c'est un thème aussi relatif au programme ou qui figure dans le programme des élèves de quatrième section scientifique, hein, des bacs scientifiques, l'école là. Donc, la guerre, c'est l'un des thèmes traités dans ce programme scientifique. L'intention du poète, qu'est-ce que Victor Hugo cherche à nous faire comprendre ou qu'est-ce qu'il cherche à adresser? Donc, d'abord, son intention, c'est-à-dire ce qu'il veut exprimer. J'explique le mot intention. Donc, il est en train de dénoncer la barbarie humaine, dénoncer le caractère violent des hommes, hein. La violence des hommes, leur barbarie, la violence des hommes, dénoncer le phénomène, le fléau de la guerre, F, le fléau de la guerre, sur un ton ironique, je dirais, hein, sur un ton ironique. Sorry. Donc le poète, quand il dit euh, tuer son frère, c'est mieux. C'est ce qu'il a. C'est de la moquerie. C'est de la moquerie de la part de Victor Hugo. Et donc, cette moquerie est adressée aux hommes. Donc, aux hommes qui euh, trouvent trouvent dans le fait de tuer leurs semblables plus de plaisir que de contempler la nature et de savourer sa beauté. Pardon. Donc, mais la poésie, donc, dans ce deuxième, qu'est-ce qu'on comprend de ce poème, ce deuxième poème? Il s'agit d'un poème de portée générale, un poème, on pourrait dire même un poème engagé. Donc, la guerre, il s'agit là, si vous voulez, d'un poème engagé, un poème qui défend une cause, la paix. Et donc, le poète, il dénonce la guerre, oui, mais il défend également, c'est défendre l'idéal de la paix, défendre la paix qui est l'opposé de la guerre. Le poète défend la paix. Donc, on a un poème lyrique. Le premier, c'est un poème lyrique. Un poème lyrique, c'est un poème qui exprime les sentiments.
donc qui exprime le moi. 3 ans après, c'est un poème lyrique. C'est un poème lyrique, c'est-à-dire un poème qui est l'expression des sentiments du poète, de ses soucis personnels, de ses émotions, etc. Il s'agit d'un poème lyrique. Et le deuxième est un poème plutôt, si vous voulez, engagé, parce qu'il défend une cause, parce qu'il défend un idéal qui est la paix. Haja Mithalia, اللي هي la paix. Voilà. Bon, regardez. Maintenant, l'essai, donc la deuxième partie, on passe à la deuxième partie, et cette deuxième partie, elle porte partie 2. Bon, avant de passer à la partie 2, je vais m'intéresser à un autre texte. Donc, je vais, bon, sauter, si vous voulez, la partie 2 pour venir par la suite y revenir par la suite, mais je tiens à travailler d'abord avec vous le deuxième support, qui est le support de lecture. Un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la séance, la, euh, et donc la deuxième proposition de texte est celle d'une épreuve du bac. Elle a été proposée aux élèves de lettres, c'est vrai, aux candidats à lettres, c'est vrai, mais elle aurait pu être proposée aux élèves scientifiques parce qu'elle parle de la science, elle parle de l'évolution de la science. Mais j'ai tenu à vous montrer un peu, si vous voulez, en partie le corrigé du bac. Comment est-ce qu'on propose le corrigé du bac pour vous montrer que parfois, si vous voulez, il y a plusieurs réponses possibles. Et si vous en trouvez une, vous avez la note. Et donc, on n'attend pas de vous toujours une réponse, comment dire, unique. Mais il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Et donc, je rappelle rapidement ce deuxième texte. Euh, la science rend des comptes mieux que personne du monde où nous vivons. Que signifie rendre compte? Rendre compte, donc c'est, euh, pardon, juste, bon, je ne l'ai pas noté, mais je vais vous l'expliquer. Euh, donc, rendre compte, j'ai laissé les mots à expliquer oralement. Rendre compte, c'est-à-dire, elle nous donne une idée sur le monde où nous vivons. Et elle le transformait. S'il y avait quelque chose de nouveau à introduire dans le roman, ce n'était pas des jeux de mots, des songes de violence et de drogue, c'était la science. La science avait investi le roman sous la forme de la science-fiction. Les romans de science-fiction étaient des rêves ou des cauchemars démentis et dépassés assez vite par la réalité. Si la science avait un rôle à jouer dans la littérature, c'était moins sous les espèces arbitraires de l'imagination de l'avenir que dans un effort de rapprochement. Car un des échecs de notre époque l'opposition était l'opposition des deux cultures séparées par un fossé apparemment infranchissable. La culture scientifique en constant développement dans notre vie de chaque jour et la culture littéraire qui semblait à bout de souffle après avoir régné si longtemps. Le monde auquel je ne comprenais pas grand-chose était rude. Il était beau. La science à laquelle je comprenais encore moins était rude aussi et elle était belle. Et elle était belle. Donc, et elle était belle. Mais elle était surtout aussi proche que possible de Saint Graal, au loin de ce rêve éveillé que nous appelons la vérité. Une phrase d'Einstein, le père de la relativité, dans une lettre à Louis de Broglie, l'inventeur de la mécanique ondulatoire, qui établissait l'existence d'une onde associée à toute particule en mouvement, m'avait longtemps fait rêver. Vous avez soulevé un coin du grand voile. Le voile, il veut dire ici, si vous voulez, ce qui est mystérieux dans ce monde. La vérité, ou ce qui en tenait lieu à nos yeux égarés, c'était la science et la science seule qui nous ont donné une idée. Sous le soleil, au moins,
Je ne croyais à rien d'autre. La vérité ne nous venait évidemment pas des doctrines politiques, économiques ou sociales, fruits de compromis passagers entre des êtres, des intérêts opposés. Emportée tour à tour par le vent de l'histoire, elle ne nous venait pas un peu plus haut des moralistes, des intellectuels, des poètes, des philosophes qui forgeaient sans se lasser des systèmes contradictoires. Elle ne nous venait pas des religions qui incarnaient ce qu'il pouvait y avoir de plus élevé dans l'esprit inquiet des hommes plongés dans la crainte et le tremblement, mais qui opposaient des esprits au lieu de les rassembler. Elle nous venait de la science qui s'imposait à tous, à travers le Big Bang qui n'est qu'une hypothèse, l'expansion de l'univers qui est une certitude, les trous noirs, l'ADN, la transformation des espèces, la généalogie de l'énergie, de la matière de la vie. La science expliquait le monde et elle nous expliquait nous-mêmes. Et donc, si je récapitule rapidement le sens du texte. Le thème, c'est la science. On parle de la science. Et surtout, on porte donc le texte porte sur le rôle de la science, ses missions et il y a aussi l'opposition de la science aux autres connaissances humaines. Lorsqu'il oppose la science à la religion, il oppose la science aux autres euh, domaines comme la politique, donc la littérature, la philosophie, etc. L'opposition de la science aux autres domaines de réflexion humaine, aux autres domaines de réflexion humaine. Mais donc, philosophie aux connaissances plus généralement de réflexion humaine, comme, ou, comme la littérature, etc. En tout cas, le poète également parle de la culture scientifique et de son développement, l'évolution de le développement de la la culture scientifique, elle est en constant développement, il dit, le développement de la science, etc. Bon, il y a plusieurs idées, on va dire, dans ce texte, évoquées dans ce texte, mais les questions avec leurs réponses. Donc, je rappelle que le poète, que l'auteur de ce texte est Jean Dobson. Jean Dobson, c'est un philosophe dont on a proposé au bac, si vous voulez, quelques épreuves, mais également sur le manuel, là, sur les manuels scolaires, certains textes d'Ormson et donc figurent. Ben, donc c'est un écrivain connu, on va dire très connu, et surtout, si vous voulez, parfois proposé dans les épreuves, dans nos épreuves de bac. Mais l'auteur remarque une évolution dans le monde moderne. En quoi consiste cette évolution? L'auteur l'évoque au début du texte. Relevez dans le texte les indices montrant que l'auteur accorde une grande importance à la science. Et donc, il dit au début du texte, euh, la science rendait mieux que personne ne compte du monde où nous vivons. Elle le transformait. S'il y avait quelque chose de nouveau à introduire dans le roman, ce n'était pas des jeux de mots, des songes, ou de violence, ou de drogue, c'était la science. La science avait investi le roman sous forme de la science-fiction et c'était la science. Voilà, donc les romans de science-fiction, il décrit et parle un peu de de ces romans de science-fiction. Donc, l'évolution que l'auteur constate dans le monde moderne se rapporte à quoi? À l'importance, l'impact, le statut, la place de plus en plus marquée de la science qui tend à toucher tous les domaines. Il dit également
voilà, dans le texte, hein, le monde auquel je comprenais pas grand-chose, non, un tout petit peu avant, pardon, il dit, les cultes, donc, était l'opposition. Un des échecs de notre époque était l'opposition de deux cultures séparées par un fossé apparemment infranchissable. La culture scientifique en constant développement dans notre vie chaque jour et la culture littéraire qui semblait à bout après avoir régné si longtemps. Et donc, un peu plus loin, il dit, euh, donc, la science, un peu plus avant, il dit, la science avait investi le roman. Et donc, investi, c'est-à-dire avait, est présente dans la science, est présente dans les romans. On parle de romans de science-fiction ou d'anticipation scientifique, comme par exemple les romans de Jules Verne, où il parle, si vous voulez, de la conquête de l'espace ou la conquête des fonds marins. Déjà, si vous voulez, avant le XXe siècle, hein. Donc, avant le XXe siècle, il parlait de ça, Jules Verne. Et donc, dans le roman, on a de la science-fiction ou de l'anticipation scientifique. Donc, euh, le- on peut aussi répondre, hein. On peut être amené à répondre. L'évolution constatée est que la science occupe une place prépondérante dans notre vie. Elle révèle la vérité. Et c'est ce que c'est ce que l'auteur dit. euh, la vérité ne nous venait pas des doctrines politiques, etc. Elle ne nous venait pas un peu plus. Il dit, elle nous venait plutôt un peu plus loin. Il dit, elle ne nous venait pas des religions, elle nous venait de la science. Et donc, voilà, elle nous venait de la science. Et donc, c'est que la science a donné l'évolution c'est que la science révèle la vérité, donne la vérité. On peut attribuer la moitié de la note à toute réponse indiquant que la science avait investi le monde de la littérature. Et donc, c'est une partie de la réponse. Mais la réponse, si on me dit la plus générale et qui touche à la totalité du texte, parce que la première question, elle est globale, c'est que donc l'évolution de constater, c'est que la science occupe une place très importante dans le monde moderne. Deuxième question posée, quelle mission l'auteur attribue-t-il à la science? Où est-ce qu'on voit ces missions? Déjà dès le début, il dit, la science euh, rendait compte mieux que n'importe quoi du monde. Elle le transformait. En plus, un peu plus loin, il dit euh, la science à laquelle je ne comprenais pas. Un peu plus loin, il dit elle donne la vérité, l'expliquer. Et donc, on a deux missions donc, à évoquer. Euh, les indices qui montrent, non, pardon, l'évolution. Avant, bah, j'ai passé le petit B, je m'en excuse, le procédé d'écriture, je l'ai passé. Donc, relever dans les indices qui montrent que l'auteur accorde beaucoup d'importance à la science. Il y a beaucoup d'indices quand il dit la science rendait mieux que personne, compte mieux que personne du monde, quand il dit aussi la science était belle, quand il dit aussi que une phrase m'avait longtemps fait rêver. La vérité, c'était la science. La vérité nous venait de la science. Tout ça révèle l'importance qu'il accorde à la science. Deuxième question, les missions accordées à la science, attribuées à la science, les rôles accordés à la science. Et donc, rendre compte du monde où nous vivons, l'expliquer, autrement dit, transformer ce monde. Un peu plus loin aussi, à la fin du texte presque, je reviens au passage, quand il dit euh, la vérité, euh, l'esprit, voilà, à travers voilà, et là, c'est le passage où il expliquait le monde, la science expliquait le monde, nous expliquait nous-mêmes, voilà, deux missions déjà. La science expliquait le monde, nous expliquait. La vérité ne nous venait pas, elle nous venait de la science. Il dit aussi, c'est la science seule qui nous donnait une idée.
la vérité. Je ne croyais pas. Bon, en tout cas, je vais passer quelques passages parce que le texte est long, mais disons que voilà, c'est transformer le monde, rapprocher les hommes aussi parce qu'il l'oppose à la politique, il les désunit, les oppose à la religion, etc. Permet d'accéder à la vérité. Il y a beaucoup de missions et donc on peut dire l'auteur attribue à la science la mission de rendre compte du monde où nous vivons, c'est-à-dire de l'expliquer, mais aussi de le transformer et de rapprocher les hommes. Bon, donc une dernière, c'est une question portant sur euh, la, une bonne partie du texte, la mission donc de la science. Et dans cette question, il y a aussi un procédé d'écriture à trouver. Ce procédé, ça pourrait être, si vous voulez, la métaphore. Quand Einstein a dit à l'un des savants qui a découvert quelque chose, il lui dit, vous avez soulevé un point du grand voile, ce voile qui couvre le monde. Et donc, c'est une métaphore. L'oxymore, quand il parle de rêve éveillé, rêve, mais éveillé, c'est opposé. La comparaison, quand il dit aussi, elle était aussi proche que possible de Saint Graal. L'opposition, la science était rude, mais elle était belle. Donc, deux termes de sens opposés. On peut trouver beaucoup d'autres procédés. Et la dernière question, c'est une question portant sur la dernière partie du texte, le dernier paragraphe. Qu'est-ce qui, d'après le texte, oppose les hommes et alimente leur division? Et le poète dit, euh, la vérité ne nous venait évidemment pas des doctrines politiques, économiques ou sociales, fruits de compromis passagers entre des intérêts posés, emportés tour à tour par le vent de l'histoire. Elle ne nous venait pas un peu plus haut des moralistes, des intellectuels, des poètes, des philosophes qui forgeaient sans se lasser des systèmes contradictoires. Donc on parle des moralistes, des intellectuels, des philosophes qui formaient des systèmes opposés, contradictoires. Et donc, il parle aussi, elle ne nous venait pas non plus des religions qui incarnaient ce qu'il y avait de plus élevé dans l'esprit inquiet des hommes, plongés dans la crainte et qui opposaient les esprits. Et au lieu de les rassembler. Donc, opposer au lieu de les rassembler. Et donc, ça répond à la question 3. On a une question portant sur ce qui oppose les hommes. Et donc, qu'est-ce qui oppose les hommes? Le poète a évoqué la politique, il a évoqué l'économie, il a évoqué les théories ou les doctrines sociales, il a évoqué aussi les théories des moralistes, des intellectuels, les écrits des poètes, des philosophes et les religions. Et donc, qu'est-ce qui opposait les hommes? Tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut répondre? Bien sûr, et on doit évoquer deux éléments relatifs à deux domaines différents. Ça, par exemple, je peux parler de la politique et de l'économie. Je peux parler de la politique et de la religion. Je peux parler des poètes, des philosophes, donc domaine littéraire, philosophique, et la politique, etc. L'essentiel, euh, donc, deux domaines différents, mais si on évoque, si vous voulez, des éléments relevés au même domaine, c'est la moitié de la note. Mais voilà la partie lecture terminée, et donc on a déjà les réponses, et donc ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir, si vous voulez, quel type de texte est-ce qu'on peut proposer sur le travail sur le thème de la science, mais en rapport avec la littérature aussi, hein. Mais je reviens maintenant aux essais. Donc, la partie 2 qui est l'essai, partie 2 les essais, les sujets d'essai. Bon, je vais commencer par celui qui est directement lié au texte, au poème que j'ai proposé en premier lieu dans la partie lecture.
Je ne m'intéresse pas à la poésie, peu importe en effet les sentiments, les poèmes, les interrogations d'un individu, disent certains lecteurs face à la poésie lyrique, c'est-à-dire la poésie qui exprime les sentiments de Victor Hugo et à celle d'autres poètes. Partagez-vous cette opinion à propos de la poésie? Ce genre littéraire n'est-il que l'expression des sentiments, des problèmes et des interrogations du poète seulement? Et donc, un premier sujet portant sur la poésie. Et est-ce que la poésie, donc la poésie est l'expression du moi seulement ou l'expression du moi collectif? Donc, le premier sujet, il porte, bon, je vais réécrire, je m'en excuse. Donc, premier sujet, la problématique, c'est problématique, la poésie est-elle? La poésie est-elle l'expression du moi du poète? Est-elle uniquement l'expression du moi intérieur? L'expression du moi intérieur du poète, ou plutôt du poète, ou a-t-elle le pouvoir de nous exprimer tous, ou plutôt est-elle l'expression, est-elle l'expression de tous, est-elle l'expression de la société, de l'humanité entière? Ben, donc, on peut nuancer cette opinion de cet écrivain, de ce lecteur. Donc, je précise, et on va faire une recherche des idées. Bien sûr, position, ce sera une position nuancée à développer parce qu'on a ici, si vous voulez, n'est que une restriction. تركيب حصري. كيف عندنا تركيب حصري. Généralement, quand on a une opinion exprimée ou un énoncé qui s'exprime à travers une structure restrictive en nuance. Donc, la guerre n'est-elle qu'un mal ou elle le voit, certains le voient dans la euh, guerre, donc dans la guerre qu'un mal absolu. Non, oui, c'est sûr, la guerre est un mal, mais c'est pas un mal absolu parce que parfois elle est le seul moyen pour reconquérir ses droits, pour reconquérir sa terre, pour faire valoir ses droits. Donc, position nuancée, et donc, dans la première partie, ce sera sans aucun doute rappeler ou expliquer, préciser comment la poésie peut être l'expression du moi. C'est une expression du moi, c'est-à-dire l'expression du poète lui-même. Et donc, on peut évoquer ici la première opinion de cette proposée dans cet énoncé, donc l'opinion défendue par ce lecteur. Donc, la poésie est sans aucun doute, l'expression, l'expression du moi, des sentiments, du moi du poète, du moi du poète. Elle est sans aucun doute l'expression. Et donc, quels arguments est-ce qu'on peut avancer dans ce sens pour justifier cette idée? Donc, on peut avancer comme justification ou comme argument premier que souvent euh, le poète s'inspire euh, donc la poésie, c'est le territoire privilégié de l'expression du moi. Elle permet, mieux que toute autre forme littéraire et artistique, d'exprimer la part intime de soi,
Et là, on peut donner des exemples, hein. Donc, l'expression des émotions profondes, usage fréquent dans la poésie. Dans la poésie, il y a un usage, un usage fréquent du jeu, fréquent du jeu, du moi. Et ça signifie que le poème exprime le moi profond, est une expression des sentiments, des émotions, de la vie, des sentiments, des émotions, des épreuves, hein, donc des émotions, des sentiments, idées, des idées du poète. Et donc, on peut dire là que si vous voulez, c'est par nature de ce genre. Donc, parce que c'est court, c'est concis, et donc et là, on peut donner, si vous voulez, comme exemple, le recueil Contemplation, dans le recueil Contemplation, dans le recueil Contemplation, dont j'ai tiré le poème il y a 3 ans après, dans le recueil Contemplation, Victor Hugo consacre, consacre la plupart des poèmes, la plupart des poèmes à, à parler de sa fille, à parler de Léopoldine, à décrire sa souffrance de sa perte, sa souffrance de sa perte, etc., etc. Pour la pleurer, à la pleurer, à la pleurer, ainsi de suite. Donc, voilà déjà un argument. On peut avancer un autre argument. Bien sûr, on peut citer beaucoup d'autres exemples, hein. Euh, des poèmes comme des poèmes comme Louis Aragon, que serait un autre exemple, hein. Exemple 2, c'est le poème, les poèmes, beaucoup de poèmes de Lamartine, hein, ou beaucoup de poèmes de Lamartine ou de Louis Aragon, de Louis Aragon, où il parle de donc d'Elsa, sa compagne, où où il parle de son amour pour Elsa, de son amour pour Elsa, comme que serais-je sans toi? J'en cite un exemple. Euh, que serais-je sans toi? À titre d'exemple, que serais-je sans toi? À titre d'exemple. Mais, donc, comme deuxième argument, on peut avancer le fait que parfois, si vous voulez, le poème représente pour le poète une, un moyen pour se libérer de ses sentiments négatifs, un poème pour reconquérir la beauté et donc la poésie ou écrire des poèmes représente donc peut être pour le poète une sorte de catharsis, un soulagement, une source de soulagement, une source de soulagement,
une sorte de défoulement sur le papier, défoulement sur le papier, et donc une sorte de libération, une, donc sur le papier, une libération de ces, une libération de ces sentiments négatifs, de ces douleurs, de ces épreuves, de ces douleurs. Et là, on peut donner comme exemple des poèmes. Ben, j'ai cité Victor Hugo, on aurait pu le citer ici, mais on peut par exemple citer Lamartine dans le poème L'isolement, dans son poème L'isolement, son poème, le lac, pardon, le lac. Là, il pleure la perte d'Elvire. Il pleure la perte de sa bien-aimée, morte d'une maladie, morte suite à une maladie, suite à une maladie. Donc, une série d'arguments qu'on peut avancer pour justifier l'idée que pour le poète, écrire, c'est d'abord un besoin personnel, un besoin très intime de, pour se libérer de ses douleurs, pour se libérer de ses peines. Et donc, on a avancé deux arguments, c'est largement suffisant. On peut en avancer beaucoup d'autres, mais puisqu'on a deux parties, deux arguments dans la première et deux arguments dans la deuxième pourraient suffire. Donc, deuxième partie, ce sera l'idée opposée. On a dit que la poésie peut servir et sans doute, sans aucun doute, l'expression du moi du poète. Et donc, l'opposé, c'est que la poésie n'est pas seulement l'expression du moi du poète, l'expression peut avoir une portée plus générale. Donc, la poésie peut, peut prendre, peut avoir ou acquérir une portée plus générale. Et quand je dis portée plus générale, c'est-à-dire plus loin que là, ou plus haut que là, la personne du poète seule. Donc, acquérir une portée plus générale. Et là, on peut plus générale. Et là, on peut citer beaucoup d'exemples, mais avant, et donc elle peut être ou devenir l'expression du moi collectif, peut être ou devenir l'expression du moi collectif, l'expression du moi collectif. Donc, comment est-ce que je peux prouver cela? Avec quels arguments? Il y en a beaucoup. Donc, argument un, par exemple, le fait de rappeler que en exprimant son moi, le poète ou l'expression du moi du poète est le reflet du monde, de la société entière, parce que les thèmes traités et donc l'expression du moi et du poète est en réalité est en réalité l'expression du moi collé, donc l'expression ou le reflet, en réalité, le reflet du moi, le reflet du monde, on va dire, du monde, de la société et de la société. Parce que les thèmes traités par le poète sont des thèmes, donc les thèmes traités sont des thèmes universels. Les thèmes traités sont universels. Je me donne des thèmes universels, comme quoi d'abord, pour donner un exemple, tel que l'amour, la mort, la maladie. Tout le monde est touché par ces thèmes
et pas seulement le poète. Et donc, en parlant de lui-même, le poète se présente comme le porte-parole, l'expression des sentiments collectifs, hein. Et donc, euh, l'exemple qu'on peut citer, il peut y en avoir plusieurs, dans son poème Je fus comme fou, dans son poème Je fus comme fou, au premier moment, comme fou, c'est un poème de Victor Hugo. J'ai cité beaucoup Victor Hugo parce qu'on a travaillé sur deux textes de Victor Hugo. Donc Victor Hugo exprime ou évoque à travers son exemple la souffrance, son exemple, la souffrance de tous les parents affligés, la souffrance de beaucoup, on va dire, de beaucoup de parents affligés, c'est-à-dire qui ont perdu des enfants, des parents affligés, c'est-à-dire qui ont été touchés par le sort, qui ont perdu un enfant. D'ailleurs, il leur dit, vous, père et mère, qui, etc., qui ont perdu un enfant. Et donc, qu'est-ce que je pourrais essayer euh, ajouter comme autre exemple? Il y en a beaucoup. Euh, Victor, par exemple, Aragon, quand il parle de son amour intense, infini, sincère pour Elsa, il parle aussi de l'amour sincère et infini que n'importe quel amoureux pourrait éprouver, si vous voulez, pour la personne qu'il aime. Et donc, il ne fait pas exception. Et donc, c'est une projection ou un miroir des autres. Le poème devient un miroir d'autrui. Un miroir d'autrui. Bon, un autre argument qu'on peut avancer, et on arrête cette, si vous voulez, analyse du premier, enfin cette recherche d'arguments du premier sujet, cet argument, c'est que la poésie n'est pas toujours, si vous voulez, l'expression des sentiments. Il y a ce qu'on appelle la poésie engagée. Donc, la poésie engagée, الشعر الملتزم, la poésie engagée. Euh, Pourquoi est-ce que j'évoque ici la poésie engagée? Parce que vous avez dans tous les manuels scolaires, quelle que soit, si vous voulez, la section, beaucoup de poèmes sur la guerre, sur des fléaux de sur la pollution, sur la liberté, etc. Je vais en citer d'ailleurs des exemples, des livres, euh, des manuels scolaires, des littéraires et des scientifiques. Les exemples que je vais prendre sont des deux manuels. Donc, la poésie engagée, à titre d'exemple, bon, d'abord, qu'est-ce que la poésie engagée? J'explique. Donc, la poésie engagée, c'est une poésie qui traite des thèmes très sérieux, traitant des thèmes sérieux, traitant des thèmes très sérieux. Ça ne veut pas dire que les thèmes de l'amour ou de la mort ne sont pas sérieux. Bon, mais plus sérieux, je vais même employer plus sérieux, et peut-être même des thèmes touchant, si vous voulez, à la politique, touchant à la politique, à la religion, à la société d'une manière, à la politique, à l'économie, et même à la science, hein, à l'économie, à la science. Il y a des poèmes qui parlent de science, à la science, à l'industrie, à la religion, etc. Ce sont des thèmes très sérieux et beaucoup plus sérieux, etc. Et donc, elle sert à quoi cette poésie? Cette poésie dénonce les injustices. Elle dénonce les injustices, tout ce qui est injustice sociale, économique, hein, les injustices sociales, bon, les injustices d'une manière générale, elle, les abus de pouvoir, les soldes, les abus de pouvoir, par exemple, concernant la science, les mauvais usages de la science, comme des poèmes où on parle, si vous voulez, de la nature et de
de l'effet de la pollution sur la nature, etc. Beaucoup de l'intolérance aussi. Il y a le refus de la différence, dénonce la guerre. Et là, je vais prendre dans le but de sensibiliser. Le but, c'est sensibiliser le lecteur, c'est éveiller les consciences, tawaya, éveiller les consciences, mobiliser, mobiliser les lecteurs, donc mobiliser, donc mobiliser les lecteurs à lutter. تجنيد الناس باش تقاوم mobiliser les gens à lutter. Ben, comme exemple, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je vais prendre des exemples des deux manuels. Exemple, je vais choisir le poème Le Dormeur du Val, qui parle de la guerre, et Le Dormeur du Val du Val de Baudelaire. Euh, donc, Le Dormeur du Val. euh, pardon, de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud, de Rimbaud, voilà, je ne sais pas pourquoi, d'Arthur Rimbaud. Et le Dormeur du Val, c'est une dénonciation, dénoncer l'effet de la guerre sur la jeunesse, parce qu'elle décrit un jeune qui est mort, qui est victime de la mort, de la guerre, dénoncer l'effet de la guerre sur la jeunesse, l'effet de la guerre sur les jeunes, sur la jeunesse, c'est la mort, sur la jeunesse. La première victime de la guerre, c'est les jeunes, c'est les enfants. Un autre poème également du même manuel, c'est-à-dire le manuel de quatrième année sciences, c'est le poème de J'écris ton nom, Liberté, j'écris ton nom de Paul Éluard. C'est un poème de Paul Éluard et c'est Défendre la liberté. Défendre, c'est un poème qui défend la liberté, dans le thème de la liberté, mais qu'on est en train, si vous voulez, de traiter à la fin de ce trimestre. Mais juste euh, euh, une dernière proposition ou un dernier exemple proposé, c'est Hors des jours étrangers, un poème, Hors des jours étrangers, c'est un poème politique d'Aimé Césaire, poème d'Aimé Césaire. Et qu'est-ce qu'il a d'Aimé Césaire? Ce poème nous rappelle un poème de Chembi, le poète tunisien. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème ou non. Le poème où il lance un appel au peuple pour lui demander de se réveiller de son sommeil et de lutter pour mettre dehors pour chasser le colonisateur, hein, Ayoub Chab, etc. C'est un poème où il s'adresse au peuple, aux Tunisiens, pour leur dire, réveillez-vous, firqou, prenez les armes et luttez contre la colonisation. Voilà. Et donc, c'est un poème semblable, Aimé Césaire, et donc c'est appel au peuple de la Martinique, appel au peuple colonisé, d'ailleurs, au peuple occupé, au peuple colonisé, africain, au peuple africain, occupé ou colonisé, bon, on va dire colonisé, mustabrid, colonisé, à lutter à lutter pour leur liberté. Donc, à lutter pour leur liberté. Voilà le contenu de ce poème. Et donc, voilà à quoi est-ce qu'on aboutit. On aboutit à l'idée que le poème n'est pas seulement une expression du moi. Au contraire, il est l'expression aussi des autres, de la réalité. Et donc, le poème devient une arme de combat. La poésie est une arme de combat, est une arme de combat pour la liberté, contre la guerre, pour la liberté, pour la paix, etc. Voilà, donc
Le sujet suivant, donc je vais le, bon, le rappeler rapidement, mais parce que le travail est déjà réalisé, je pourrais vous le laisser si vous voulez à lire pour les littéraires, à lire plus tard, et je vous laisse le soin de choisir les exemples. Mais quel est ce sujet? Je le rappelle, on peut aussi vous proposer sur le thème poésie, même à la fin de l'année, si vous voulez. Et même pas sur la poésie seulement, mais sur la littérature d'une manière générale, un sujet où vous êtes appelé à exprimer une préférence. Intihar, un choix, et tu le justifies. Bon, voilà, je l'ai formulé ainsi. En tant que lecteur ou lectrice, quel genre littéraire vous passionne? Pour quelle raison? Justifiez votre choix par des exemples littéraires précis. Donc, en tant que lecteur ou lectrice, le genre littéraire qui vous passionne. Vous pouvez dire, je suis passionné pour la poésie pour plusieurs raisons. Moi, je vous ai proposé trois, par exemple, raisons différentes. Celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que la poésie est une expression des émotions communes, les émotions, si vous voulez, communes à tous, qu'elle s'adresse surtout aux sentiments. Le deuxième argument qu'on peut avancer, ou la deuxième explication, c'est que c'est le genre qui s'occupe le plus de la beauté de l'expression, du style, des images. Aussi, bon, peut-être aussi que généralement, la poésie, c'est plus facile à retenir, c'est plus court. On peut lire et relire sans éprouver d'ennui les textes poétiques. On peut faire le choix du récit pour plusieurs autres raisons. Le choix du théâtre pour trois autres raisons. Littérature d'idées, c'est-à-dire les textes comme les textes de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, etc. Et vous en avez sur votre manuel, sur les deux manuels, les manuels des scientifiques et les manuels des littéraires. On a des extraits de, par exemple, de l'esclavage des nègres. Ça parle de l'esclavage, ça parle de la privation d'hommes de leur liberté pour la raison qu'ils sont, si vous voulez, de races différentes, etc., etc. Donc, vous avez des raisons différentes. Je les passe, vous pouvez les lire et les relire si vous voulez. Bon, je vous laisse le soin de choisir les exemples, chacun suivant ses lectures. Par exemple, en parlant des expressions, des sentiments, etc. On peut choisir la poésie, par exemple, de Rabbelli. En parlant de la beauté de l'expression, etc., on peut évoquer les poèmes de Louis Aragon, on peut parler des poèmes d'Arthur Rimbaud, etc. La poésie, les styles, le style, les images, etc. Facilité à lire, hein. À l'école primaire, on nous donne toujours donc, si vous voulez, des poèmes à retenir. Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas des extraits de romans? Parce que bien sûr, c'est toujours le texte poétique qui est plus facile à retenir. Bon, je passe ce sujet, donc je vous ai proposé en partie la correction. Je passe au dernier. Donc, le dernier, je l'ai préparé en partie, et d'ailleurs, ça porte sur la science et sur la littérature en même temps, les ouvrages poétiques, les ouvrages littéraires et les ouvrages scientifiques. Omar Khayyam a écrit des recueils de poésie dont la valeur est universellement reconnue. Pensez-vous qu'à notre époque marquée par la science, les recueils poétiques puissent être aussi utiles que les ouvrages scientifiques? On a un sujet argumentatif et comparatif qui exige une réflexion nuancée parce que là, on ne peut pas dire que les recueils poétiques, d'une manière générale, la littérature, c'est plus important que les ouvrages scientifiques, ni non plus le contraire. On ne peut pas dire que les ouvrages scientifiques sont plus utiles ou seulement donc les seuls ouvrages dont on a besoin. Non. Et donc, bon, la problématique, c'est alors l'utilité se limite-t-elle au savoir scientifique et au progrès matériel ou peut-elle aussi être morale, culturelle et humaine? Parce que quand on parle de la poésie, on parle de ce qui est culturel, moral et humain. Donc, mais au la science aussi, c'est humain, mais ça touche plus à ce qui est matériel, métier. Donc, bon, l'élaboration du plan, donc on va élaborer un plan en deux parties, et la recherche des idées. Donc, je vous ai proposé ici, si vous voulez, le plan brièvement. Donc, je vais passer au dernier sujet. Donc, toujours
dans la partie essai, donc correction, ce sont des sujets précédents, hein. Donc, sujet 1, correction, sujet corrigé, sujet corrigé, parce que c'est un sujet que j'ai proposé la séance précédente. Et donc, sujet 1, bon, il est déjà préparé. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Les arguments que l'on puisse avancer pour justifier chaque thèse reformulée. Et donc, dans la première partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais aussi tracer un tableau A en deux colonnes. Donc, partie 1, partie 2. Les thèses sont déjà mentionnées dans la page précédente. Et donc, pour le rappeler seulement, la première thèse, c'est la suivante. Par quels arguments est-ce qu'on peut, si vous voulez, la justifier? Bon, l'utilité des ouvrages scientifiques est indiscutable. Et donc, on va avancer un argument dans la première et un argument dans la deuxième. Donc, par exemple, on peut rappeler que les ouvrages scientifiques, ils peuvent aider les lecteurs à comprendre, les lecteurs à comprendre. Quand je lis un ouvrage scientifique, il m'aide à comprendre euh, le monde, ses phénomènes, le monde, la nature et ces phénomènes, ces différents phénomènes, ces différents phénomènes, phénomènes physiques, phénomènes naturels, phénomènes. Il apporte donc des explications, etc. Donc, tout ce qui est ouvrage scientifique, ça aide à comprendre les phénomènes naturels. Ça nous aide aussi à comprendre notre corps, le fonctionnement de notre corps, les mécanismes de notre corps. Ça nous aide aussi à comprendre, euh, autrement dit, à mieux comprendre la réalité matérielle, mieux comprendre la réalité matérielle, comprendre tout ce qui est réalité matérielle. Et là, on peut prendre l'exemple du livre qu'on désire. Il y en a beaucoup, chacun si vous laissez lecture. Exemple, ici, si vous voulez, au choix, vous avez lu un livre scientifique par exemple, de quelqu'un qui vous explique le phénomène des volcans, qui vous explique les encyclopédies, hein. Bon, on peut citer, par exemple, les encyclopédies. Les encyclopédies qu'on achète aux enfants et qui consacrent ces volumes, si vous voulez, à des phénomènes différents, scientifiques différents. Mais un deuxième argument, mais cette fois-ci pour justifier la valeur de la poésie. Et donc, elle sert à exprimer nos émotions. Pourquoi la poésie est-elle utile? Elle sert à exprimer nos émotions, nos sentiments, nos sentiments différents, et donc souffrance, amour, peur, etc. Et là, on peut prendre les exemples qu'on a évoqués tout à l'heure, les poèmes de Victor Hugo, les poèmes de Louis Aragon, de Louis Aragon. Et on peut donner des exemples, hein, les poèmes de Lamartine, les poèmes beaucoup de poèmes de Lamartine. On peut en donner des exemples, hein, comme Méditation, les poèmes de Victor Hugo. J'en ai donné des exemples dans un exemple, 3 ans après, par exemple, le poète exprime ses sentiments, mais il exprime aussi les sentiments de tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants ou leurs parents. Argument 2, la même chose ici, on va ajouter un deuxième argument. Pourquoi les ouvrages scientifiques sont-ils très utiles? Ils aident à former ou contribuer à former un esprit critique. الروح النقدية. Contribuer, aider, contribuer, c'est participer, c'est contribuer à former
un esprit critique. Et donc, on ne va pas accepter les choses telles qu'elles sont. Un esprit critique. Et donc, et il aide à favoriser l'innovation, favoriser le progrès en formant l'esprit critique. Donc, crée, on crée le progrès. Bon, un argument relatif euh, à la poésie, également l'utilité. Donc, la poésie sert à critiquer la réalité et contribuer à la changer. Et c'est donc contribuer à la changer. Et donc, bon, bien sûr, ici, on peut citer les exemples de la poésie engagée. La poésie engagée. Et comme exemple d'œuvres scientifiques, enfin, donc les ouvrages scientifiques, on peut parler des ouvrages qui nous présentent, qui corrigent, on peut donner des exemples qui corrigent, si vous voulez, notre vision sur certains phénomènes qui nous amènent à comprendre que, bien sûr, c'est pas, si vous voulez, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas un destin, c'est la conséquence de l'action humaine et donc nous amène à critiquer cette action humaine sur la nature. Donc, on aboutit à une synthèse, cette synthèse. Bien sûr, bon, j'ai pas donné trois arguments, hein, juste deux dans chaque partie. Et donc là, synthèse, on aboutit à l'idée que si les ouvrages scientifiques développent et nourrissent, si vous voulez, le côté, on va dire, le côté, comment dire, intellectuel, la poésie développe le côté spirituel. Et donc, là où les ouvrages scientifiques ne nous dispensent pas et les œuvres poétiques et les œuvres poétiques et même littéraires d'une manière générale sont complémentaires. Yitkenu sont aussi importants les uns que les autres pour le lecteur. Donc, et les œuvres poétiques, littéraires d'une manière générale, et on finit par cette remarque, sont aussi importants les uns que les autres, aussi utiles, bon, pour ne pas parler d'importance, aussi utiles les uns que les uns que les autres pour le lecteur, que pour le lecteur. Donc, il en a besoin, et donc pour le lecteur, les uns ne nous dispensent pas des autres. مش نقراو tout ce qui est scientifique, ماناش محتاجين tout ce qui est littéraire et poétique en l'occurrence. Les uns ne nous dispensent pas, ما يغنيوناش, ne nous dispensent pas des autres. Bon, voilà, c'est un sujet qui porte à la fois sur la science et sur la littérature et qui peut être proposé scientifique tout comme au littéraire. Bon, il y a un autre sujet, je vais juste le rappeler, ça porte sur la lecture et les médias, c'est-à-dire est-ce que les médias représentent, voilà la problématique, comment peut-on définir la relation entre les livres et les médias? Bon, le sujet d'abord. Je l'ai proposé aussi la séance précédente. La lecture est dans une mesure non négligeable, menacée par la radio. Tout ce qui est média représente une menace pour la lecture, تهديد, pour le livre. Et donc, la question ici, est-ce que les médias représentent une menace pour les livres et pour l'art littéraire d'une manière générale? Et donc, est-ce que les médias représentent une menace pour les livres? Est-ce que les livres et les médias sont vraiment des ennemis? Ou est-ce qu'ils sont complémentaires? Voilà, donc dans une première partie, les médias sont des concurrents. On développe l'idée que c'est une position nuancée aussi. Les médias sont des concurrents redoutables du livre. Et dans la deuxième partie, comment les moyens audiovisuels peuvent être au service de la lecture et des livres. Autrement dit, on aboutit à la synthèse que les médias, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire, comme ils peuvent représenter une menace, ils peuvent aussi
aider à la lecture ou à faire aimer la lecture, à rapprocher le livre des lecteurs. Et donc, le rapport entre les médias et les livres n'est pas aussi facile et n'est pas aussi négatif. Donc, voilà, vous avez juste le schéma, le plan général. Donc, vous pouvez trouver, si vous voulez, au cours de la semaine prochaine, donc au début de la semaine prochaine, ou donc la correction détaillée, si vous voulez, de ce sujet. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.